D'abord, je tiens à vous remercier pour être présent, venir m'entendre. Et puis, c'est surtout ici, en Picardie, qu'est née cette vocation d'entraîneur. Donc, je vais y revenir. Je tiens tous à vous remercier. Mes premières armes ont été faites ici, à la fois en tant qu'enseignant, à la fois en tant que coach. Et j'ai pris mon envol de cette Picardie qui m'a accueilli d'abord dans un premier temps, parce que je n'étais pas originaire de la Picardie. J'arrivais de Loire-Atlantique avec mes parents, et donc c'est là où j'ai fait mes premières armes d'entraîneur, tout bêtement parce que mon père a créé un club de basket dans un tout petit village de l'Oise, à Angicourt, donc tout petit village de 900 habitants, et il a créé, pour dynamiser ce village, il a créé un club de pétanque, un club de basket. Il a voulu que les gens se rencontrent pour échanger, pour partager des choses. D'abord dans un aspect convivial, on parlait de performance. Et puis, bien évidemment, à un moment donné, le club, on s'est retrouvé avec pratiquement tous les enfants du village à venir au club de basket. Dans un premier temps, beaucoup de filles, parce que les garçons allaient au football et les filles venaient au basket. Et mon père s'est très vite vu déborder dans l'entraînement. Et moi qui arrivais sur mes 16 ans, j'ai pris le bâton de pèlerin et je me suis lancé dans l'entraînement dès l'âge de 16 ans. Alors j'étais jeune pratiquant en basket à l'époque, tout jeune pratiquant de basket, et je me suis lancé dans cette idée de partager, alors le peu de savoir que j'avais. Donc j'ai commencé à participer à des stages d'animateurs, d'éducateurs en basket. J'ai fait la filière classique. Et puis voilà, j'ai accompagné une équipe de Benjamin qui a gagné la Coupe de l'Oise. Voilà, déjà j'étais complètement imprégné de ce rôle, de ce statut, de cette identité d'entraîneur. Mais qu'est-ce qui fait que tout de suite là, ça arrive à des dizaines de personnes, ça on a tous vécu ça. Ouais. Ouais, mais tu viens de dire quelque chose d'important. La première équipe que tu entraînes, elle gagne. Ouais. Beaucoup de chance. La chance. On y reviendra. Non, mais il y a déjà cette notion. Je pense que comment dire ça? J'ai envie de dire que déjà aimer l'autre, avoir envie de l'accompagner, de lui donner quelque chose. Mais on est payé en retour quand tu es coach, tu es payé en retour à 10 000% quand il y a une perf. Quand tu vois les yeux briller dans une performance, le sourire, toute cette transmission qui te revient en pleine tronche, de ta beau être dans l'ombre. On a parlé de l'ombre, mais moi je suis éclairé. Je suis éclairé quand je reçois ce regard, cet athlète qui va te chercher dans la tribune. Je suis complètement illuminé moi par ça. Donc c'est cette envie mais alors il y a beaucoup évidemment d'émotions, beaucoup d'affect, il y a cette empathie, on a envie de donner à l'autre, mais on reçoit beaucoup, on reçoit aussi beaucoup de coups, mais on reçoit aussi des choses très intéressantes dans ce partage, mais il y a l'aspect émotionnel qui est prégnant, très fort pour moi. Et c'est ce qui m'a permis de basculer, je crois, très vite, parce que j'ai recherché, j'ai donné de l'amour, mais j'ai donné des choses, et j'avais envie de donner des choses comme ça, de m'engager, de faire plaisir aux gens, de faire plaisir à l'autre, et de l'accompagner dans son projet. Est-ce que quand tu t'occupes de cette équipe de jeunes filles, tu es déjà curieux de ce que tu vas transmettre? Est-ce que tu vas chercher des infos? Comment tu fais? Oui, c'était même tellement décalé que je me passionnais déjà pour les matchs de NBA. Je regardais les matchs de NBA, j'essayais de plaquer des combinaisons sur les Benjamin. Ça ne marchait pas tout de suite, hein. Mais bon,
j'avais que 16 ans, donc je commettais quelques erreurs, mais voilà. Donc oui, il y avait ce côté. Tu ne savais pas que c'est NBA, mais voir aussi ce que tu faisais. Oui, c'est ça. Par la suite, ils sont venus voir. Mais, donc oui, j'avais ce côté curieux, et je crois que c'est une des qualités premières que doit avoir un entraîneur, qu'il soit on va dire qu'il exerce au niveau départemental ou international, peu importe. Il y a à la fois le côté curieux, la remise en cause, la remise en question de tout ce que tu peux faire à un moment donné. Parce que si tu t'enfermes dans des habitudes de mauvaises convictions, là tu vas droit dans le mur, quoi. Là tu vas droit dans le mur. Et cette curiosité, cette remise en question permanente est pour moi primordiale et fondamentale. C'est la première qualité d'un entraîneur, et quel qu'il soit, de haut niveau ou de moyen niveau. Et l'athlé, alors, ça arrive quand? Alors l'athlé, c'est aussi un autre hasard. Ça arrive, à l'époque, je ne suis pas encore certifié d'EPS, je suis en collège, maître auxiliaire. Ma meilleure amie, qui est une spécialiste athlète de haut niveau de longueur, qui est dans le même établissement que moi, et qui attend un heureux événement. Et dans le cadre de l'UNSS, moi je m'occupe du basket, elle de l'athlète, et comme l'heureux événement approche, elle me dit écoute, tu veux pas me remplacer, tu veux pas accompagner pendant mon congé de maternité l'athlète? Je dis bah oui, pourquoi pas. On était étudiants tous les deux à Lille, en STAPS, et donc on s'était croisés par rapport à l'athlète, et moi j'avais une polyvalence athlète à l'époque quand je passais le CAPEL, j'avais voulu passer le CAPEL à ce moment-là. Et donc j'ai pris en charge l'école d'athlète, enfin l'UNSS, le groupe UNSS athlète. Et puis cette année-là, je les ai accompagnées sur du relais, et elles sont montées sur le podium au championnat de France UNSS, deuxième coup de chance. Donc elles montent sur le podium au championnat de France UNSS à Annecy. Et voilà, donc c'était parti. Je venais de rencontrer la grande sœur de Fabia. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et c'est parti. L'année d'après, on a fait un duo avec ma meilleure amie. Puisque en plus, moi, j'ai été contraint, et en acceptant agréablement le fait de devenir le parrain de sa fille. Donc on a continué, et voilà. Et j'ai mis le doigt dans l'engrenage, et puis après j'ai mis la main, et puis après j'ai mis le bras, c'était parti. Ça a été, est-ce que si tu devais qualifier un petit peu ta progression, ça a été régulier, ça a été par palier, et il y a eu des moments... D'abord, est-ce qu'il y a un moment déterminant? Parce que je crois savoir quand même qu'il y a quelque chose que tu as vu gamin, qui a... Ouais, moi, je te dis ça parce que... Tu me connais. Oui. Non, mais je te dis ça parce que ma vie a été orientée par la même chose. C'est-à-dire, j'ai vu aux Jeux Olympiques de Tokyo, entre guillemets, la défaite de Christine Caron au 100 mètres d'eau, alors qu'elle avait le record du monde. Et j'ai dit à ma mère ce jour-là, c'est pas normal qu'on perde comme ça. Un jour, je m'occuperai, et tu verras, ça va changer. Vous voyez déjà le melon du mec. Ma mère m'a rappelé ça le jour, je ne m'en rappelais plus. Et toi, je sais qu'il y a un événement à peu près identique qui t'a marqué de la même façon. Ouais. Et toi, tu avais plus de chance parce que c'était une victoire. Oui, c'était une victoire. Effectivement, c'est Mexico 68. Et je suis avec mon père, des amis, et il y a la diffusion de la finale de Colette Besson. Et j'assiste à cette victoire de Colette Besson, et je vois la petite fiancée de la France qui sur la plus haute marche du podium se met à pleurer. Et là, ça m'a touché profondément. Je me suis dit, je veux faire ça. Je veux faire ça. Magnifique. Vous voyez, on parle d'émotion, on parle de relations, on parle d'histoire, on parle d'humain, on parle de beaucoup de choses. C'est fondamental dans nos histoires. C'est-à-dire, il y a quelque chose de ce... Je crois qu'on ne peut pas parvenir au très haut niveau, tu l'as dit, si on n'aime pas les autres. Je pense que c'est fondamental. Dis-nous un petit peu, si tu devais nous décrire un petit peu ce qu'il y a de singulier, de spécifique de l'entraînement d'athlétisme, tu dirais quoi? Singulier, spécifique dans l'entraînement d'athlétisme.
je suis pas sûr on soit différent des autres. Non, je n'irai pas jusqu'à cette singularité. Pour moi, je peux regarder mes collègues, autres entraîneurs, que ce soit dans le cyclisme, que ce soit... Il y a cet engagement que tu vas avoir au quotidien, c'est-à-dire que ce soit pour l'athlète ou pour le coach. Donc j'ai envie de te dire que tu t'engages de toute façon d'une manière authentique. Et je ne peux pas dire qu'en athlète on soit plus singulier que les autres dans l'entraînement. Si je compare à la natation, et pour avoir des amis un peu dans la natation entraîneurs, difficile à gérer pour certains que tu as connus. Je me retrouve beaucoup et je m'identifie beaucoup à mes collègues entraîneurs. Et puis je peux discuter avec, tu parlais de Claude Onesta tout à l'heure, je peux discuter avec Claude, il y a aussi énormément de similitudes, même si on gère une équipe, mais quand tu es à l'entraînement d'athlète, tu as un groupe, c'est un groupe. C'est une question actuelle. Mais je ne dirais pas qu'il y a une singularité de l'entraînement d'athlète. D'accord. Très important de savoir que, et c'est la raison pour laquelle cette académie a du sens, il a partagé en gros la même vision des choses, puisque qu'on soit dans l'athlétisme, dans la natation, dans un sport co, il semblerait que les ingrédients soient à peu près les mêmes, je pense, pour accompagner les gens vers le très haut niveau. Justement, puisqu'on parle de ça, il y a quelque chose auquel on est, toi et moi, confrontés, puisque, et ceux qui sont dans les sports individuels, qualifiés d'individuels, c'est cette relation entre individus et collectif. C'est-à-dire, toi, tu es responsable d'un groupe d'entraînement. À la fois, comment on prend en compte chaque individu, mais qu'en même temps, chaque individu constitue quelque chose d'essentiel pour le groupe. Comment toi, tu voyais ça et comment tu gérais ça? Moi, j'ai toujours parlé aux athlètes comme si c'était un groupe, et j'ai toujours revendiqué le fait que on a beau être dans un sport individuel, l'athlète a besoin du groupe pour être performant. C'est-à-dire que tu n'es pas performant dans tous les secteurs. Celui qui va être très bon dans les départs, il y a celui qui va être très bon sur des distances plus longues, sur sa résistance vitesse, il va être capable de mieux finir les courses. Donc à un moment donné, on a besoin de l'autre. C'est-à-dire que dans des situations d'apprentissage, des situations de travail, de progrès, à un moment donné, tu es obligé. Moi, j'aurais besoin de toi dans une situation particulière, mais toi, tu vas avoir besoin de moi aussi, parce que, justement, là, on est singulier. Là, on a cette... il faut qu'il y ait, pour le coach, cette individualisation dans la préparation de l'athlète, mais là, les uns et les autres vont s'appuyer dessus. Et c'est aussi d'avoir ce projet commun. Le projet commun, c'est quoi? C'est la réussite individuelle de chacun. Mais en tant que coach, tu dois accompagner ce projet individuel de chacun pour que, justement, le fait d'amener à la performance chaque athlète individuellement, le groupe en devient de plus en plus fort. Pourquoi, à un moment donné, quand je me suis retrouvé avec Christine Aron, Muriel Ortiz, Sylvain Félix, elles se sont retrouvées dans les 10 meilleures mondiales toutes les trois. C'est-à-dire que sur le 200 mètres, elles se sont retrouvées une 1, l'autre 3, l'autre 8, je crois, Sylviane, à une époque. Mais c'était l'émulation du groupe, et c'était bien ce sens-là que je faisais passer, c'est-à-dire que chacune, Christine n'était pas bonne au départ, comme tu le sais, Sylviane était bien meilleure, et Christine était très forte sur les fins de course, Sylviane en avait besoin, voilà, donc c'était ces choses-là, c'était de faire passer ce message-là. Et avant d'être des individualités, comme ça, ce sont des individualités, bien évidemment, mais c'était de faire passer cette mentalité de groupe et même d'équipe. Parce que si je reprends la phrase de Sartre, qui disait un groupe de passagers dans un bus n'est pas une équipe, mais si le bus tombe en panne, ça devient une équipe. Ouais, je vois que tu as de bonne lecture. C'est important cette relation parce qu'on y est tous confrontés. C'est-à-dire que comment on accompagne quelqu'un dont on sait qu'il va ou qu'elle va aller vers le très haut niveau, mais qu'en même temps, elle appartient à un groupe
on espère, une équipe, et que ces interrelations-là peuvent soit élever le niveau, soit faire en sorte que, au contraire, de l'abaisser. Et il y a une compétence là-dedans. Il ne suffit pas d'affirmer que, je crois que la capacité à gérer ces deux types de problématiques, que je sais que tu as regardé un petit peu ce que disait Florence sur les dilemmes. Oui. Ce dilemme-là, il est permanent, quoi. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important dans la construction de ce groupe, de cette équipe, de ce groupe, de ces relations interindividuelles. C'est aussi, moi je l'ai appris au fil du temps, parce qu'au départ je me suis laissé déborder, hein, quand j'étais au Sud-Ouest Athlétisme Creil, il y avait les groupes qui montaient, il y avait beaucoup de personnes, et puis ça partait un peu dans tous les sens, je me suis laissé déborder en tant que jeune coach, et puis plus je suis arrivé vers le haut niveau, à un moment donné il a fallu mettre des cadres, il a fallu mettre un cadre de fonctionnement, et alors je reviens un petit peu alors je l'ai mis au départ de manière très empirique, et puis je l'ai, en travaillant avec un psychologue, Makis Chamalidis, qui m'a permis de mieux me structurer là-dedans dans l'accompagnement de ce groupe. J'en reviens à ce que disait Clive Woodward, l'entraîneur du 15 d'Angleterre, qui disait: si vous n'avez pas défini un cadre de vie en dehors du terrain, vous risquez d'échouer sur le terrain. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il a fallu définir ce cadre, et qu'à un moment donné aussi, pour construire ton équipe et ton groupe, quand j'avais les fameuses violes qu'il fallait dompter quelquefois, il fallait avoir ce cadre et qu'elles puissent se respecter, et qu'elles puissent respecter le travail que je leur apportais. D'accord. Est-ce que, justement, tu parles d'athlètes de très haut niveau, est-ce que tu t'es construit aussi en les écoutant? Oui, je crois que c'est on parlait tout à l'heure de choses primordiales pour l'entraîneur, mais c'est l'écoute. Laurent a fait partie Laurent Hernu, qui est ici présent en tant qu'athlète. Il a vécu des situations d'échange entre athlètes, coachs, autour de la table, et puis pour l'amener. Mais s'il est devenu bon, c'est parce qu'il a su nous coacher, Gilles Follereau et moi. C'est lui qui nous a coachés. Parce que ses problématiques dans les différentes épreuves, il nous a posé des cols, et il a fallu aller les chercher. Et donc, j'ai le souvenir qu'avec Fabédia et David Patros, moi j'arrive dans le monde de la clé, j'y connais rien. Mais j'y connais rien, je suis basketteur. Et il a fallu que j'écoute ce qu'il me disait. Moi, en faisant telle et telle chose, je me sens pas bien, je me sens bien. Et je me suis construit totalement, complètement, parce que j'ai eu cette écoute, et que j'ai su aussi ne pas foncer tête baissée en disant non, tais-toi, fais ce que je te dis, tu vas voir, ça va marcher. Et je pense que la plupart des résultats que j'ai pu obtenir en accompagnant ces athlètes-là, qu'ils soient de niveau départemental, régional, parce qu'on parle finalement, je vous donne des exemples de Christine, Muriel, Laurent, David Patros, mais j'ai eu beaucoup d'athlètes régionaux, et j'ai toujours intégré aussi les athlètes on va dire de second rôle, ou second niveau. Je les ai toujours acceptés dans les groupes d'entraînement, même à l'INSEP. Donc c'est aussi une particularité de chez moi. C'est d'accompagner, et j'ai vu des gens, même au niveau régional, battre leur record, même déjà très âgés. Moi je tiens beaucoup à ce passage, parce que le sport français, il a encore beaucoup à apprendre de ses athlètes. C'est-à-dire que je crois qu'il est encore très prégnant dans notre culture l'idée que l'entraîneur sait et que les athlètes exécutent. Au plus haut niveau, ça ne fonctionne pas. C'est une certitude. Alors c'est bien que tu le précises, mais je crois que vous n'êtes pas nombreux à avoir cette conception des choses. Et il y a encore derrière la tête de bon nombre d'entre vous l'idée que tu vas faire ce que je te dis, parce que si tu ne fais pas ce que je te dis, ça ne va pas bien se passer. Ah, mais je pense que c'est la première grosse erreur que l'on commet. Alors, peut-être que je me suis, si tu veux, mon parcours, la richesse de ce parcours, le fait d'arriver, moi, des sports collectifs, parce qu'avant 16 ans, avant de m'occuper de basket, je faisais du foot.
après j'ai fait du basket, et quand je suis arrivé dans le monde de l'athlé, je pense que cette mentalité-là, elle est très, très sport pro quand même. Et puis, se mettre à l'écoute des athlètes, c'est aussi lié probablement à mon parcours, parce que dans le basket, bon, les coachs nous parlaient, on a aussi pas mal d'écoute sur les postes, mais en tant qu'entraîneur d'athlétisme, j'ai été un peu, dans un premier temps, contraint d'écouter, parce que je ne connaissais pas. Voilà, et quand les premiers athlètes, je pense à la sœur de Fabédia, Ndaidia, que j'ai eue et qui m'a fait même peur la première fois, parce qu'elle était en préparation pour les Jeux Olympiques de 92, elle m'a demandé de l'entraîner, je dis oh là là, non, va voir le coach qui est à côté, et je ne l'ai prise qu'après, mais il a fallu écouter ces gens-là, parce qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas armé du tout. Démarrant dans la clé dans les années 89-90. Alors, qu'est-ce qui te, en regard de cette réflexion que tu te faisais à ce moment-là, qu'est-ce que tu as acquis ensuite qui te permettrait de dire aujourd'hui, bah, dans la même situation, j'irai? Tu vois? Qu'est-ce que tu as acquis qui pour toi est essentiel dans toutes ces étapes de construction de ton savoir, si on doit le dire comme ça? Ouais, parce que ça a été une maturation et cette construction du savoir assez... j'ai été propulsé, si tu parlais tout à l'heure, propulsé assez vite au niveau. Quand tu parlais tout à l'heure d'ascension, on en a parlé, j'ai zappé le truc, ça a été assez fulgurant, assez linéaire. Et j'ai été confronté très vite au problème du haut niveau. Ce qui a fait que la situation se reproduirait aujourd'hui. Je pense que j'accepterai le challenge, parce que je sais que ce qui émane de la performance à un moment donné, c'est cette relation forte qui se construit entre l'athlète et l'entraîneur, mais que tu vas pouvoir puiser, les réponses elles sont dans l'athlète. Alors évidemment, aujourd'hui je suis beaucoup plus armé pour mieux comprendre. La réponse et les questions aussi. Voilà. Non mais c'est en ça, c'est que les réponses, il les a en lui, c'est à toi de les faire sortir. Hein, on va reparler de la maïeutique de Socrate, éventuellement, les bonnes questions, mais c'est d'essayer d'aller tirer vraiment tout ce que l'athlète va pouvoir faire émerger, et les solutions, il les a, et c'est à toi de l'amener sur ces solutions. Après, il a fallu évidemment me construire avec la biomécanique, la technique, mais ça, j'ai délaissé depuis. J'ai pas mal délaissé. C'est pas le plus important. C'est important ce que tu dis, hein, parce que la tradition de l'entraînement en France, c'est d'abord la préparation physique. C'est pas le management. Enfin, je le dis souvent, mais quand je suis arrivé à l'INSEP, ce mot-là n'existait pas dans les formations. Le mot management n'existait pas à l'INSEP. Si j'ai créé 2 executive masters sur ces notions-là, ouais, tu sais. C'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu dis pas entraîneur, tu dis coach. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont fondamentales. J'ai presque envie de dire même manager. Oui, ben oui. J'ai envie de dire manager parce que non, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est une évolution du métier. Bon, alors, le métier d'entraîneur lui-même, le nom entraîneur est arrivé dans les années 60. Ce côté un peu de professionnalisation de l'entraîneur est arrivé dans les années 60. Et après, dans les années 80-90, on est plutôt passé à une dimension de coach, avec cette dimension fortement psychologique. Moi, je donne souvent l'exemple avec Aimé Jacquet, dans les yeux dans les bleus, quand tu l'as dans les vestiaires, il ne parle pas de technique. À un moment donné, il dit à Robert Pires, vas-y Robert, muscle ton jeu. Donc c'est plutôt la dimension qui est psychologique. Et puis on est rentré dans l'ère fin des années 90, avec des coachs comme en Australie, Mackenzie en rugby, Nesta dans le monde du foot, mais il y en a plein d'autres. Jean Todt, on peut prendre en Formule 1. Donc ça ce sont des managers. C'est des vrais managers qui ont des équipes, qui savent mettre les gens au bon poste et qui savent faire remonter l'information pour qu'eux puissent prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, il y a un exemple dont tu pourrais nous parler, je rebondis comme ça parce que ça a surpris dans le milieu, ça a surpris même au sein de l'INSEP à un moment donné.
tu as fait appel à une danseuse. Ouais. Que je connais bien, puisque oui, c'était la compagne d'un de mes adjoints. D'un de tes adjoints, effectivement. Ouais, c'est dans le côté manager, à un moment donné, et quand je disais les remises en question et les remises en cause, moi je me suis posé des questions suite aux nombreuses blessures de Jimmy Tico. J'identifiais bien le problème, mais je ne trouvais pas les solutions. Et pour trouver les solutions, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé sur toutes les ressources que je pouvais trouver dans l'INSEP, et notamment donc Armelle, donc cette danseuse, parce que je me suis dit, mais qui connaît le mieux les étirements, la souplesse, les postures à prendre, et donc j'ai fait appel à elle avec un cahier des charges bien précis sur le travail avec Jimmy, qui n'était pas du tout, alors les gens ils disaient, oh, il fait de la danse. Non, on a travaillé beaucoup sur les postures, sur les placements, sur la prise de conscience de ces différents segments de son corps dans la course. Voilà, donc on est passé par là, puis après il y a d'autres sources avec la biomécanique à l'INSEP. Mais celui-là, oui, a particulièrement, pas choqué, mais suscité l'intérêt des gens. Je ne vous en avais pas parlé tout à l'heure, mais j'avais aussi les excuses de Dave Anderson et de Christophe Pellissier qui auraient dû être là ce soir. Pour ceux qui ne savent pas, Christophe Pellissier, c'est l'entraîneur de l'ASC Foot, et Dave Anderson de l'équipe de France de hockey sur glace. Mais bon, ils ont été un peu chargés ces derniers temps. Et je rebondis là-dessus parce qu'en fait, j'ai passé un peu de temps avec Christophe, et à chaque fois, je me rends compte que quand je rencontre des entraîneurs de haut niveau, à chaque fois, je me rends compte qu'ils ne sont pas auto-centrés sur leur activité. Et à chaque fois, il y a une ouverture sur l'extérieur. Il y a une curiosité sur d'autres choses que ce qu'ils font eux-mêmes dans leur activité propre. Dès l'instant où on commence à s'enfermer sur sa propre activité, très vite, on en devient prisonnier et on ne regarde plus les choses telles que peut-être il faudrait les regarder. Oui, je pense qu'on s'enferme et qu'il n'y a plus cette ouverture qui permet de se remettre en question, et on rentre très vite dans une phase de crise, une crise négative. Tu peux avoir des crises positives, et là il faut aussi se poser des questions, une très très bonne question. Mais effectivement, on s'enferme, et là on peut totalement se scléroser et ne plus devenir performant. Tu as parlé de Makis tout à l'heure, que je connais bien. Tu peux nous dire un petit mot du travail sur soi qu'il faut faire pour être un entraîneur de haut niveau? Ouais, il faut faire une analyse. On n'est pas obligé de... Non, c'est sous les ordres, mais il y a quand même un gros travail à faire. Et il faut d'abord bien se connaître, quoi. C'est bien se connaître, c'est... je regarde Christine, on a fait un travail ensemble pendant 5 semaines qui nous a amené à mieux se connaître. Donc avec Richard Ouvard aussi, dans le cadre de l'INSEP. Christine était là aussi? Oui, elle m'a accompagné pendant 5 semaines. Elle m'a vu me livrer, je l'ai vu se livrer. C'était très intéressant. Non, mais je pense que ce qui est très important pour l'entraîneur de haut niveau, c'est justement d'apprendre, de connaître ses parts d'ombre, ses parts de lumière, ce qui risque de clocher. Et puis c'est aussi de pouvoir percevoir chez l'autre, notamment ce qui va clocher, ou ce qui peut clocher. Et puis aussi ce qui sont ses points forts dans des moments clés, des moments importants. Quand on parlait tout à l'heure de singularité et que tu as aussi dans la natation, mais une singularité par rapport à la clé, c'est quand tu pars en chambre d'appel. À un moment donné, quand tu lâches les gars là, pendant 40 minutes, 30 ou 40 minutes, ils sont livrés à eux-mêmes. Tu peux gagner ou perdre. Et là, tu peux avoir gagné ou perdu. C'est ce qui se passe. Donc, ouais, je pense que c'est très important le travail, que ce soit avec Makis ou avec Richard. Moi, je l'ai fait avant de travailler avec Richard, j'ai fait un travail vraiment avec Makis sur moi, sur ma manière de gérer le groupe, ma place dans le groupe. Mais aussi comment j'agis dans l'entraînement, mais comment aussi j'agissais en compétition. Il est venu me voir dans les séances, il était observateur, et j'avais des retours. Et puis après, ça passe en discussion
avec lui en tête à tête. Donc on voit bien, peut-être il y a un message important, dire que toute cette histoire c'est une construction. C'est un processus, si je dois utiliser un mot, c'est un processus. C'est-à-dire on n'est pas, mais on devient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se passe, j'appellerais ça peut-être le Big Bang, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait un starter. Voilà. Et après, c'est un vrai processus, une construction progressive qui fait que petit à petit, on devient, je ne vais pas citer Nietzsche, mais ce que l'on est finalement à la fin. C'est-à-dire comment... alors si vous aimez les bouquins, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je vous recommande un petit livre qui s'appelle Le Maître ignorant de Jacques Rancière, qui explique exactement ce que tu dis. C'est à partir du moment où on accepte l'idée que ceux qui sont en face de nous savent au moins autant que nous, sinon plus, qu'on va comprendre dans quel sens on peut les accompagner. Vraiment, là, tu m'as donné... Ça devient qui tu es. Ouais, magnifique, une magnifique leçon de pédagogie. Mais tout ça ne va pas sans difficulté. Alors, parle-nous un petit peu des écueils qui ont été devant toi. En quoi ça t'a aidé, mais aussi en quoi, de temps en temps, ça t'a rendu la tâche difficile. Oui, les écueils sont nombreux parce que justement dans ce rôle des fois de manager, tu ne contrôles pas tout, tu ne gères pas tout. Je donnerai l'exemple le plus marquant que tout le monde a eu dans l'actualité, c'est 2004, Christine Aron. Je lui conseille de travailler justement dans le mieux se connaître. À l'époque, je ne parlais pas du mieux se connaître, je vous disais qu'il y avait un travail à faire justement pour aller chercher les médailles mondiales. Et je l'incite à aller chercher... non, je n'incite pas. Je lui dis, il faut qu'on travaille avec un psychologue ou préparateur mental. Et là, elle y va de manière sauvage, elle va chercher quelqu'un. Et là, ça a été la catastrophe parce que j'étais plus du tout justement dans cette interrelation, dans la liaison, parce que moi, je pensais travail, équipe, et donc discussion moi, psy, Christine, moi, enfin, ce triangle qui aurait pu être un triangle vertueux et qui a été un triangle destructeur. Destructeur au moins pour Christine et moi. Et la psy, je m'en moque un peu, mais au moins déjà. En plus, elle n'était pas psy. Et elle n'était pas psy, voilà. Donc, vous vous rappelez cette histoire, hein, pour Christine, c'était quelque chose. Elle s'est fait accaparer complètement par cette dame. C'était presque une trépanation. Ouais, c'était. Donc. Il faut être vigilant. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de toutes ces notions autour de la performance. Aller voir telle personne. Je le disais souvent, je constatais que de plus en plus, les entraîneurs délaissaient leurs compétences pour les déléguer à d'autres sans avoir eux-mêmes la compétence nécessaire pour savoir à qui ils avaient confié un certain nombre de choses. Je crois que plus on délègue, plus il faut être compétent dans son domaine. Sinon, on risque des catastrophes. Et après on n'y peut rien. Hein. Quand quelqu'un commence à aller voir une personne en dehors des heures d'entraînement et qu'on n'en sait rien, aujourd'hui, réseaux sociaux, aujourd'hui, Internet, on va trouver n'importe qui, n'importe comment, sur n'importe quel compétence. Là, ça avait été très très grave. Enfin, c'était parti très grave. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'était monté très haut, même au niveau de l'État. Et donc, c'était. Parce que cette personne était très malfaisante. Mais, voilà, donc, et pour revenir à ça, c'est-à-dire qu'à un moment, les écueils, c'est dans le. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout contrôler, mais il faut être à l'articulation. C'est-à-dire que quand on place souvent l'entraîneur, l'athlète au centre du dispositif, je ne dis pas que c'est l'athlète qui est au centre du dispositif, c'est l'entraîneur et l'athlète, pour moi, qui sont au centre du dispositif. Et si tu ne les mets pas tous les deux en même temps au centre du dispositif, ça ne peut pas fonctionner. Alors, donc, qu'est-ce qui, quand même j'y reviens, qu'est-ce qui caractérise la culture de l'athlétisme? On a vu un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières années. Quel est ton regard là-dessus? Sur la culture propre de l'athlétisme, qu'est-ce qui fait que d'un seul coup ces résultats
ont atteint le niveau dont on a parlé en France. Il y a déjà eu Ils ne le disent pas tous, mais il y en a de plus en plus qui travaillent avec des prépas mentaux. Allez, un petit moment. Il faut que tu nous parles de Jimmy. Ouais, parce que c'est des histoires qui nous arrivent à tous. Ouais. Moi, je trouve que tu as été grand seigneur dans ta communication. Oui, parce que je sais pour passer du temps avec vous à l'INSEP, l'importance que tu accordes à la relation. Et quand cette relation se termine dans ces conditions, je trouve qu'il faut avoir un peu de métier, un peu de hauteur de vue pour réagir avec, de manière aussi positive que tu l'as fait. Ouais, merci, parce que en plus, c'était pas faute d'avoir, je dis mes amis journalistes, dans ces cas-là, qui appelaient, y compris le dimanche, pour que je me répande sur ce qui venait de se passer, et j'ai refusé. Voilà, alors l'histoire, pour moi, chaque histoire est belle, hein, que ce soit celle de Laurent, de Christine, de Muriel, de Fabédia, de David Patros. J'ai mes moments de bonheur avec tous ces athlètes, et pour certains d'entre eux, je garde de très bonnes relations avec eux. Quand je repense à Jimmy, c'est une belle histoire qui se finit vraiment en eau de boudin. Et donc c'est un gamin que je prends à l'âge de 16 ans, qui n'est pas connu. Son père vient me voir en me disant Monsieur Montanon, est-ce que vous pouvez l'entraîner? Je ne sais pas quoi en faire, il n'y a pas un établissement scolaire qui en veut. Sa prof principale veut l'orienter vers un CAP maçonnerie ou menuiserie. Donc voilà, moi je ne le connais pas, hein. Je suis à l'époque au Team Lagardère.
Je ne regarde pas du côté des cadets, parce que c'est au Team Lagardère, on prenait les grands, les seniors et juniors, vraiment juniors limite, mais on prenait les seniors. Et donc là, j'étais en passe avec le Team Lagardère d'être sur une phase de licenciement économique, le groupe allait fermer. Et je vais voir à l'époque Xavier Moreau, que tu dois connaître, je vais voir Xavier qui était directeur du team, et je lui dis écoute Xavier, voilà, j'ai ce gamin, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit écoute, de toute façon la boîte elle ferme, je te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux le prendre, tu le prends. Voilà. Et je reviens voir le papa, je lui dis écoutez, je vais bien le prendre à l'essai, mais je me tourne vers Jimmy, je lui dis il faut que tu retournes à l'école. La clé, ça va pas te faire vivre. Et je lui dis, mais il faut que tu passes un bac pro. Et à ce moment-là, je prends le téléphone et je lui dis, je vais appeler Pierre Thomas à l'INSEP. J'avais rien à voir avec l'INSEP parce que moi, j'étais victime l'année dernière. J'appelle Pierre Thomas, directeur des études, enfin proviseur, on va dire, de l'INSEP. Je l'appelle et je lui dis, voilà, j'ai un gamin, alors je te préviens, le bulletin, il est catastrophique. Qu'est-ce que tu as à me proposé? Il me dit, à ce moment au téléphone, il me dit, j'ai une place en bac pro informatique. Je pose le téléphone, je dis à Jimmy, je dis, t'aimes l'informatique? Il me dit oui, je dis c'est bon. Et l'histoire est partie un peu comme ça. Il est rentré à l'INSEP, je l'ai intégré dans un groupe de haut niveau, et je lui disais, mais attention, si tu es en retard, si j'ai la moindre remarque de l'INSEP, je te vire sur le champ. Donc là, c'était ma casquette prof qui prenait j'avais tourné la casquette entraîneur, c'était prof. Il fallait qu'il construise son avenir. Et puis, bon an, mal an, il a été 3e au championnat du monde cadet, junior, il fait un super truc, il est champion d'Europe junior, il fait 3e au championnat du monde junior aussi. Il intègre l'équipe de France à Barcelone en 2010. Il est dans le relais champion d'Europe, alors qu'il est junior et qu'il venait d'être médaillé mondial à Moncton, au Canada. Il fait le voyage pour revenir aider l'équipe de France. Il est champion d'Europe. Et puis voilà, on a construit cette histoire. 2 ans après, il est demi-finaliste au jeu. C'est le premier finaliste aussi au championnat du monde. Enfin, le deuxième plus jeune finaliste tout temps à rentrer en finale au championnat du monde. Dis-moi Laurent. C'était Osaka? Non, pas Osaka, l'autre d'après. Bon, peu importe. 2011, il est finaliste. Pour ceux qui se rappellent, c'est cette fameuse courte finale des championnats du monde. Il est junior, c'est celle où Usain Bolt fait un faux départ. Donc il a battu Usain Bolt ce jour. Il a fini sa course. Voilà, on a construit cette histoire ensemble, et puis après, là, la fin, les écueils, on peut dire, c'est aussi des parasites qui ont tourné autour. Changement d'agent, non maîtrisé, non contrôlé. Je fais une parenthèse sur certaines personnes de la fédération aussi qui ont bien mis l'huile sur le feu, et ça a débouché sur une rupture en septembre. Donc qui est relativement douloureuse, parce que quand tu croises un gamin comme ça, que tu as ramassé tout en bas, et que tu le croises à l'INSEP qui te dit pas bonjour, ne te serre même pas la main, c'est un peu douloureux. Je comprends. Il fallait juste en parler, parce que ça nous arrive à tous. Bien, Guy, merci. On va passer la parole à la salle. Quelques questions. Il nous reste un quart d'heure pour poser quelques questions. À vous. Sinon, je continue. Vous savez, moi, je peux lui poser des questions jusqu'à demain matin. Allez-y, je suis venu de Paris. Collègue de la gym. Chef Finet, ancien CTS de gymnastique. En fait, comment on s'adresse à Laurent et comment on s'adresse à Muriel? Quelle est la différence entre les garçons et les filles? J'ai pas envie de
tomber dans le cliché classique de dire les garçons c'est différent des filles. Bon, il y a des discussions, effectivement, il y a un langage qui peut être plus direct avec les garçons qu'avec les filles, mais ça je tomberais dans le cliché. Je dirais que c'est cette proximité qu'on crée avec, que ce soit avec Laurent, et en plus ils se sont entraînés à la même période. Je les ai vus au même moment, enfin ils s'entraînaient au même moment, et donc Laurent pourrait témoigner aussi. Je crois que j'ai jamais fait mon attitude n'a jamais changé entre ma manière de parler à Laurent ou à Muriel, mais il y a cette connaissance, chercher à très bien connaître l'autre, à être très proche de lui, faire la proximité, ne pas dire qu'on se tape sur le ventre et qu'on... Non, il y a quand même le statut de coach qui doit prendre des décisions à certains moments, et donc j'ai toujours cherché c'est quand je parlais tout à l'heure, d'écouter, de comprendre, d'accompagner l'athlète. Je l'ai toujours fait, que ce soit avec lui ou avec Muriel, et j'ai jamais pensé que j'avais une attitude, ou j'adoptais une attitude différente entre Muriel et Laurent, pour reprendre ces deux cas. Donc, et j'ai pas envie de tomber dans le cliché, les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, parce qu'il y a des particularités. Il y a des particularités, il faut faire attention, notamment quand j'avais mes 3 lionnes là ensemble, il fallait que je fasse attention, si j'avais donné le chrono à l'une, j'avais intérêt à ne pas oublier de donner le chrono à la deuxième et à la troisième. Parce que de toute façon, ça m'était resservi avec un petit repas froid, quelques temps plus tard. Donc il fallait que je fasse attention à ça. Mais globalement, ma manière de m'adresser à elles, de leur parler, était la même chose. Je ne pense pas avoir été différent dans ce mode de relation. Moi j'avais juste une question. Présentez-vous. Sur le rôle de coach, vous avez parlé de la préparation mentale tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que maintenant elle fait partie intégrante du métier de coach, ou est-ce qu'elle doit être assistée comme on a des préparateurs physiques, comme on a des préparateurs mentaux, est-ce que ça doit être un staff, ou est-ce qu'elle doit être imprégnée dans le rôle de coach? Je vais te répondre déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que pour moi le premier psy c'est le coach. Donc dans ce passage obligé, et je crois que ça doit faire partie de sa formation. Aujourd'hui elle est peut-être... on y passe en pointillé là-dessus. C'est pas assez marqué dans nos formations de coach, et il faut se retrouver avec des entraîneurs peut-être qui commencent à avoir de la bouteille et qui vont aller chercher encore plus pour se former là-dessus. Aujourd'hui, ça doit faire partie presque des prérequis dans la formation des entraîneurs, de passer au moins sur une formation de ce type-là. Je ne dis pas de préparateur mental ou de psy, mais au moins d'avoir une formation comme j'ai pu le vivre là pendant plusieurs semaines. Ça me paraît fondamental. Quand on n'est pas spécialiste et s'il y a des vraies lacunes, des vrais problèmes qui émergent, je pense qu'il faut faire appel à un spécialiste, parce qu'il ne faut pas s'imposer ou se prétendre, enfin un peu faire l'apprenti sorcier. C'est risqué. Très risqué si on commence à vouloir aller travailler sur le mental ou l'aspect psychologique du sportif. Mais donc à ce moment-là, c'est de s'entourer d'une équipe qui puisse justement accompagner à la fois l'athlète, mais aussi le coach dans cette relation entraîneur-entraîné. Voilà, donc je pense que et chaque entraîneur, manager, coach, ou le nom que tu veux lui donner, qui veut aller plus haut doit passer par ce type de formation. C'est fondamental. Moi, je me suis exprimé là-dessus depuis longtemps. Je ne voudrais pas casser l'ambiance. Oui, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Oui. Ah oui, c'est bon. Bastien Keller, je suis entraîneur hors stade en athlétisme. Je voulais savoir comment vous étiez construit comme entraîneur spécifique sprint, dans la mesure où vous n'êtes pas athlète au sens général du terme au départ, vous êtes donc encore moins sprinter au départ. Est-ce que vous êtes allé chercher des données? Est-ce que vous êtes allé rencontrer d'autres entraîneurs de sprint? Est-ce que
Ouais, ça a été quoi en fait vos démarches, votre auto-formation, comment vous avez avancé dans le sprint? Ouais, je me suis auto-construit, auto-formé. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que d'abord j'étais pas totalement vierge non plus sur le savoir. Claude a parlé que j'étais formé, j'étais prof de PS, j'étais, on va dire, un peu un généraliste, c'est-à-dire que quand même la clé, j'en faisais avec mes élèves, quoi. Donc c'était pas non plus du sprint, j'en faisais avec mes élèves, je m'interrogeais, je faisais... Pourquoi du sprint? Et le sprint, il est tout bête. Il est tout bête, c'est que lorsque j'ai commencé à entraîner, je me suis retrouvé à entraîner la première athlète. Donc d'abord dans le cadre de l'UNSS, je me suis retrouvé avec du triple saut, enfin je faisais tout. Et puis comme j'étais prof de PS, je dirigeais mes élèves vers le club d'athlétisme, le Sud-Ouest Athlétisme. Je leur disais, une fois que je les avais un peu formés, je leur disais, allez au club, vous allez trouver les entraîneurs compétents, moi l'UNSS c'est terminé, vous allez au club. Et puis un jour, je reçois un appel téléphonique chez moi. Une de mes anciennes athlètes, c'était la deuxième sœur de Fabédia, donc c'est une vraie famille. Hein, donc la deuxième sœur de Fabédia, Oumi, que j'avais entraîné en UNSS et qui avait fait un podium UNSS en triple saut, un troisième coup de chance, qui avait fait un podium en UNSS et qui va au club. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit Monsieur Ontanon, est-ce que vous pourriez m'entraîner? Elle dit parce que au club, on ne m'entraîne pas comme vous et ça ne me plaît pas. Donc je dis écoute, moi à l'époque j'étais encore joueur de basket, j'étais pas mal pris. Et je dis écoute, ce que je te propose, c'est tu en parles avec tes parents et tu viens pendant mes 2 séquences d'entraînement dans la semaine en UNSS. Comme j'allais les entraîner au stade de Creil. Et elle est venue, elle a continué à venir avec moi, puis elle a été chercher une médaille en FFA en triple saut. Donc elle est montée sur un podium junior à l'époque. Et de fil en aiguille, elle m'a amené d'autres athlètes. Mais dans les autres athlètes qui sont arrivés, c'était des sprinteurs qui voulaient s'entraîner avec moi. Puis j'ai mis le doigt dans l'engrenage avec des sprinteurs. Et puis à un moment donné, il a fallu faire un choix. C'est-à-dire j'avais beaucoup plus de sprinteurs que de sauteurs. Et donc j'ai orienté les sauteurs vers un autre coach du Sud-Ouest d'athlétisme. Et moi j'ai gardé juste les sprinteurs. Et à partir de là, je me suis vraiment formé. Beaucoup de lectures, d'abord technique, biomécanique. Je me suis inscrit dans des colloques internationaux, y compris. J'ai été écouter des grands coachs, John Smith, Donato en Italie. Voilà, enfin, je me suis bougé, quoi. Je me suis bougé pour acquérir cette culture du sprint. Et puis il y a quelqu'un qui a été un autre accélérateur de ma carrière. Suite aux bons résultats de David Patros et Fabédia, j'ai eu la chance de rencontrer Georges Maizetti, qui était à l'époque l'entraîneur des relais 4x100, donc qui avait battu le record du monde. Et Jo m'a pris sous sa coupe, c'est devenu, c'est ce que je dis toujours, c'est mon père spirituel de la clé. Et là, à son contact, j'ai grandi, quoi. J'ai grandi parce que on a beaucoup échangé, on est devenus amis, on se voit régulièrement. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi j'ai évolué, lui m'a appris beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé à l'INSEP, après c'est lui qui me demandait, il me disait Guy, comment tu fais pour que tes gars ils arrivent pile poil le jour J en forme? Et Jo venait une fois par semaine chez moi pour se former à l'âge de 70 ans. Vous imaginez ce que ça veut dire? Voilà, c'est l'humilité des vrais, des grands. Bon, on pourrait parler de Fernand Hurtebise de la même façon. Pareil, avec Fernand, parce que ça a été les deux qui m'ont introduit dans le monde de la clé. C'est quand Jo m'a fait venir, Fernand Hurtebise m'a pris sous sa coupe aussi. Et pour revenir, puisque tu évoques Fernand, à l'époque, quand Jo, parce que j'étais pas du tout reconnu par le sérail, les entraîneurs, donc on a commencé à me poignarder à la fourchette. Donc quand Jo a voulu me confier l'équipe de France Junior, il m'a dit écoute, bon alors t'es prof de PS, ok, mais là comme personne, ça va faire des bons,
ils avaient créé le diplôme entraîneur expert. C'était la première année où ils créaient le diplôme d'entraîneur expert. Il m'a dit, écoute, lors du colloque des assises de sprint, tu vas nous faire une présentation, tu vas nous faire une recherche d'une 30aine de pages. Je dis waouh! Et là, face à moi, il y avait les Piacenta, Pépin. J'ai dit, ouais, je vais me faire démonter. Je crois que j'ai dû perdre 6 kilos pendant les 3 mois de préparation de mon mémoire. J'étais hyper angoissé, stressé. J'étais que prof de PS, moi, basketteur, prof de PS qui venait présenter quelque chose. Et je suis venu présenter ça devant tous mes pairs, avec Fernand Hurtebise, Georges Maizetti. Non, il n'y avait que les sprinteurs. Et donc, j'ai vraiment mouillé. Sacrée personnalité. Oui, c'était une grosse personnalité, et je devais faire une présentation d'1 heure dans un amphi comme ça. Et au bout d'1 heure, ils m'ont dit non, continue. Et donc j'ai continué parce que je présentais une conception de l'entraînement, et je présentais ma conception de l'entraînement et la manière d'identifier, d'optimiser la foulée du sprinter. Et comment passer de la foulée du jeune sprinter à la foulée du sprinter senior. Et le fait d'avoir été écouté Smith, d'avoir été écouté Donato en Italie, j'avais construit des tests pour passer. Et à la fin de cette présentation, j'avais fait des disquettes. À l'époque, c'était des disquettes, on n'est pas des clés, des machins. C'était des disquettes, ça remonte. Je me suis fait piller toutes les disquettes que j'avais. Tous les coachs m'en ont pris, Verzier, tous ces coachs-là sont partis avec la disquette. Ils m'ont même pas donné 1 euro pour me payer la disquette. Ils sont tous partis avec la disquette. Et Fernand Hurtebise m'a dit, ça m'intéresse, j'aimerais que tu viennes à l'INSEP faire passer le test à mon groupe d'entraînement. Et ben voilà, tremplin. Deuxième tremplin, Fernand. Dernière question. Allez. Vous m'entendez, moi Guy. Attends. Laisse le monsieur. Il y en a une là-bas aussi après. Non, c'est bon, c'est peut y aller. Tu m'entends? Oui. Nicolas Paraguet, je suis entraîneur de kayak. Une question, qu'est-ce qui fait de toi un entraîneur particulier? Qu'est-ce qui fait ta singularité en tant qu'entraîneur d'athlétisme? Waouh! Dure question. Ma singularité, j'ai envie de te dire, c'est... Tu l'expliques depuis 1 heure. Hein. Ouais, j'explique beaucoup, mais je veux presque te dire que ça a été presque à un moment donné, ce côté curieux, cette curiosité qui m'a fait aller voir des choses que les autres n'avaient pas été voir à un moment donné. Et je vais me mettre presque affirmatif là-dessus. Je pense que je suis le premier entraîneur en France, en athlète, à avoir amené les technologies nouvelles dans l'entraînement, l'observation, l'analyse vidéo, la numérisation des images. J'ai été le premier coach en France à amener Dartfish, que vous devez tous connaître en tant que coach, mais j'ai été le premier entraîneur à travailler avec eux. J'étais encore prof de PS à l'époque, et j'avais voulu acquérir le logiciel, et quand le gars m'a donné le prix, je dis waouh, le lycée il va jamais acheter ça. Et donc j'avais fait un deal, parce que je commençais à entraîner Muriel Curtis en 2001, fin 2001, et j'ai dit à l'époque à Yves de Palin, qui était le boss marketing pour ça, je lui ai dit écoute, je passe un deal avec toi. Il y avait les championnats d'Europe en 2002. Je lui dis, tu me donnes un ordinateur, une caméra, le logiciel. Si on est champion d'Europe, Muriel et moi, on communique pour Dartfish. Tu peux faire ce que tu veux avec nous. Il m'a dit ok. Muriel est devenue championne d'Europe. T'es malin, lui. Et Muriel est devenue championne d'Europe. Et on a communiqué et je me suis envoyé quelques formations pour Dartfish. Ce qui me singularise, c'est peut-être le fait d'avoir eu cet aspect. Et donc la critique, quand je disais des petits coups de fourchette dans le dos pour m'achever, un jour il y a un entraîneur, j'étais encore dans le sud de l'athlétisme, il m'a dit toi tu es un entraîneur en attaché case. Je revendique. Je connais ça. Voilà, donc je suis bien un entraîneur en attaché case qui s'intéresse aux nouvelles technologies, qui s'intéresse à d'autres choses que les nouvelles technologies. Et voilà, je pense que quand on est entraîneur de haut niveau, il faut avoir un tas de satellites autour de nous, sur lesquels, qui sont des ressources, sur lesquelles on peut aller puiser à tout le monde. Bon, je vais pas répondre à ta place, mais moi, ce qui m'a marqué, c'est en fait que tu n'es pas de ce milieu. Et c'est parce que tu n'es pas de ce milieu que tu le regardes autrement.
Oui, c'est vrai. Je reconnais ce qui m'attire aussi quelques problèmes. Ça m'évoque des choses personnelles. Merci Guy, c'était passionnant. Lionel, tu voulais quoi? Moi je voulais savoir si Guy, tu n'avais pas des regrets de ne pas avoir poursuivi ta carrière dans le basket. Louis, c'est peut-être... à la place de Vincent Collet. À la place de Vincent, je m'entends bien aussi. Non, je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça parce que je pense qu'à un moment donné, tu sais, dans les parcours de vie, tu arrives à un carrefour, tu as des aiguillages, tu prends pas. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose. J'ai plutôt l'impression d'avoir fait une belle carrière d'entraîneur. J'ai eu la chance de réussir. C'est vrai, dès que je touchais quelque chose en basket, parce que j'ai parlé des Benjamins, mais après ça m'est arrivé avec des juniors. J'ai fait ça avec des juniors, j'ai réussi à faire monter aussi. J'avais 18 ans, et quand j'ai eu 18 ans, j'étais dans un petit village aussi, à Liancourt, pour ceux qui connaissent, dans l'Oise. Et j'ai réussi à les faire monter en excellence régionale parce que j'étais joueur-entraîneur. Donc voilà, non, j'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose. J'ai pas l'impression je suis content du parcours que j'ai fait. Puis regarde, si j'avais pas fait d'athlète, j'aurais pas rencontré Claude, j'aurais pas rencontré des tas d'autres entraîneurs, parce que je pense que dans le milieu du basket, pour réussir, il faut... C'est pas le même salaire, quoi. Voilà. Ça aurait été plus intéressant en salaire. Bien, merci, on peut l'applaudir. Merci à vous. Alors,